Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un réel plaisir pour moi de vous informer ce vendredi 15 juillet. Nous allons démarrer ce journal par cet élément de société. On ne cessera jamais de parler des érosions dans la ville de Kinshasa. Et à ce sujet, le quartier Kindélé, dans la commune de Mongafula, est victime des têtes d'érosion qui ont déjà causé des dégâts énormes. Les initiatives de la population dans le sens d'emmener l'autorité municipale à tenter des solutions sont restées vaines. Constat fait par Yves Maïla. Le quartier Kindélé, situé dans la commune de Mongafula, à Kinshasa, est parmi les sites les plus menacés de têtes d'érosion, déclarent quelques habitants du quartier. L'État a kate mutumokote ya kapoke ya intervenir bazola la libanda bisira ola les athées. Ce quartier est buté des cas de têtes d'érosion et il risque d'être coupé de la ville-province de Kinshasa. Tata ngai na ya na Kindele kala depuis Mobutu. Na komi na Kindele na vandi awa dubu ako izalaka te. Na vandi ti jour moko mbula ibandi kubeta. Mbula ibeti mukeboyo na kimi na keko telema liboso kuna. Atelemi liboso na zunga boyo na ya kukuta lubu wako ifungwami. Kufungwama ifungwami lubu wako batu mingi biloko izinda ikende. Manda bukana. Tutikala kaka ndenge tutikala tumona kata mutu wako salisa bisu te. Mutu wako luba asalila bisu boyo azalite tuzaka kaboyo. Tuzako yenga kaka ndenge tuzako tambula boyo. Papa soko yo zali mukonji sala makasi yakotala bakoko na yonde tuzali nesika ya mawa tuzana lubwako toyibite soko mbula tango ekubeta lisusu soko ekusala biso nini tozomona bien na likolo kuna batu bazaki kuna basi bakini bazana place ya vanda te pona erosion bandi batu bazoya kaka kotala me solution moko eza te biso atozana pasi makasi po tozozela kaka biso pe ndako yango ekomi pembeni soki pe tokokende wapi soki tolala libanda toyebi te yango tooloba na bakonzi ya mboka botalela biso likambo erosion oyo ewumeli. Il est donc nécessaire que l'autorité urbaine intervienne urgemment afin d'éviter les pires. Le syndicat national de médecins Sinamed, à travers une déclaration, a déploré l'attitude des autorités de la République qui n'arrivent pas à répondre aux desiderata de médecins et il entend durcir le ton et renforcer le mouvement de grève. Le médecin réuni au sein du Sinamed, à travers cette déclaration, se réserve le droit de prendre pour responsable l'État congolais quant aux dégâts qui découleront de cette grève. Propos recueillis par Raïssa Bola. Le Sinamed constate tout simplement que le gouvernement de la République a suivi la voie des faucons qui se trouvent en son sein, c'est-à-dire qu'il a privilégié la raison du plus fort en lieu et place de la force de la raison. Le Sinamed rappelle à l'opinion qu'il revendique tout simplement le respect par le gouvernement actuel des engagements contenus dans l'accord du 3 août 2021, engagement que le même gouvernement a tenté de mettre en cause lors de l'atelier organisé à Bibois du 16 au 25 juin de cette année. Les médecins répandus à travers le pays sont déterminés à défendre leur acquis et ne voudraient pas se contenter des promesses non rattachées à la volonté de poser des actes dans le but d'apporter la paix sociale dans le secteur de la santé. Ainsi, la déception est très grande. Les médecins considèrent le rétropédalage du gouvernement comme une façon de leur dire que le travail qu'ils abattent nuit et jour pour soulager ou soigner la population ne vaut pas la peine. Après avoir écouté les propositions faites par les médecins à la base, à la suite du compte rendu du gouvernement, le bureau exécutif national du Sinamed tient à informer l'opinion publique de la polarisation des urgences dans toutes les provinces de la République, hormis celles sous état de siège. Cette polarisation prendra cours à partir du jeudi 14 juillet 2022 pour une semaine.
Si le gouvernement persiste à ne pas tenir compte des solutions de sortie de crise lui faites par le Sinamed Asbel, la grève pourrait prendre d'autres issues dont la responsabilité n'incombera qu'au seul gouvernement. Le Sinamed constate dire que le questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Papi Epiana, a au cours d'une rencontre organisée dans sa circonscription exhorté les jeunes des Maluku à s'inscrire massivement à la fondation qui porte son nom, spécialisée dans l'encadrement de jeunes et dans l'apprentissage de métiers spécialisés dans l'optique de combattre comme il se doit le phénomène Kuluna. Reportage de Mifikana et Sardou Dimbo. Il est temps de prendre conscience face à la recrudescence du phénomène Kuluna dans la commune de Maluku en faveur d'un changement intégral. Papi Epiana, questeur de l'organe délibérant de Kinshasa, a profité de ces jours de vacances parlementaires pour sensibiliser les jeunes et vieux de ces coins de la capitale lors d'une réunion dernière dans la lutte contre les Kuluna. Ce en prêchant la paix, la concorde et l'unité pour le développement de cette municipalité. Cet élu aimé de la commune de Maluku exhorte par ailleurs les jeunes à réintégrer la société dans les apprentissages de métiers. Et pour ce faire, Papi Epiana invite ces jeunes à s'inscrire massivement dans son centre de formation pour apprendre gratuitement, entre autres, la mécanique, l'auto-école et l'électricité. C'est là dans l'objectif d'imprimer une autre image de la commune de Maluku plus prospère. En tant qu'élu de cette juridiction, j'ai été saisi par les différentes couches sociales de la population, comme quoi, ces derniers temps, il y a des jeunes dans les différents quartiers qui sont en train de manifester des faux mouvements tendant à déstabiliser les mamans qui vendent dans les rues, ainsi de suite, par-ci par-là. J'avais invité les différentes couches sociales de la population à travers les différents quartiers pour échanger avec eux. Et après avoir écouté les différentes couches sociales de la population, je crois que les mesures qu'on a prises ensemble, j'ai demandé au service de l'État de nous aider à identifier les meneurs dans leurs coins respectifs afin que l'ordre soit rétabli. J'ai sacrifié mon école. On va recruter tous les jeunes garçons pour qu'ils puissent participer aux différentes formations afin de leur permettre d'avoir un document auquel ils peuvent se présenter dans des sociétés qui sont en train d'implanter ici à Maluku dans le cadre de la zone économique spéciale. Et c'est là pour remettre un peu la paix. Et je demanderai aussi aux hommes dédiés, aux responsables des associations, ONG ainsi de suite, de nous aider, de nous accompagner. Papi Epiana, qui reste incontestablement l'homme le plus populaire des Maluku, ne cesse de poser les actes de cœur en faveur de la population de ces coins. Aussi, fait mien pour défendre les intérêts de la population de la commune de Maluku. En politique, le parti SID de Martin Fayoulou vient de désigner ces derniers comme son candidat à l'élection présidentielle de 2023 face au candidat de l'Union sacrée, le chef de l'État actuel Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette option levée par les partis de Martin devra être confrontée à celle de Nouvel Élan d'Adolphe Mouzito, lui également désigné par son parti comme prochain challenger de Félix Tshisekedi. Suivant. Les groupements des distributeurs de produits pétroliers refusent de s'alarmer sur une prétendue hausse de prix de produits pétroliers sur le marché congolais. Les stocks sont suffisants, cependant, il est important de pallier à certaines indélicatesses et les gouvernements tout à gagner en favorisant une collaboration saine avec les distributeurs de produits pétroliers. Emery Mbanchi, président de GNPP, en parle en duplex au micro de Jean Pinjonji. Moi, je crois que la profession pétrolière est organisée et dans ce pays, il y a quand même des ministères qui gèrent ce domaine qui est le pétrole. Alors, moi je pense que ce que vous devez retenir, c'est que le prix, nous ne travaillons pas encore sur la vérité des prix. Nous nous battons pour atteindre la vérité des prix. Mais le gouvernement fait sa subvention. Comment vous pouvez imaginer qu'avec une subvention, qu'on puisse aujourd'hui aller dans la vitesse? Nous allons au pas du caméléon, petit à petit, pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Ce qui est vrai est qu'il y a eu cette augmentation. Cette augmentation tient compte du pouvoir d'achat et tient compte des réalités que nous avons.
quand bien même que le produit pétrolier ne dépend pas de nos réalités. Vous voyez vous-même au travers de l'Afrique et le monde que ça bouge partout. Ça bouge partout. Donc, l'augmentation, s'il y en aura, et vous serez informés. Mais pas on. On vous a dit, ce sont des gens qui n'ont aucune information vraie, mais ils essayent de faire la spéculation, c'est pas bien. Et le problème, c'est, nous certifions, et dès qu'on paye le perte et manque à gagner, donc la partie du prix que le gouvernement prend en charge, si on nous paye à temps, ça va nous permettre de faire une bonne couverture dans la distribution, c'est tout. Et ça va aller. Jusque-là, vous avez du produit dans les stations-service, vous vous approvisionnez. Les jours où vous vous plaindrez de manque de carburant, à ce moment-là, vous poserez la question. Mais tant que vous avez déjà votre carburant, je crois qu'on ne peut pas parler de rupture, parce que vous avez les produits en permanence. L'Observatoire de la démocratie en Afrique, ODA, une organisation panafricaine instituée pour développer un réseau africain des spécialistes en processus électoraux dans le pays africain pour la République démocratique du Congo. Les membres de ODA ont été investis en présence des représentants du ministère de la Justice, de la CENI, de l'UNESCO ainsi que des autres organisations nationales et internationales. Commentaire clavier. L'Observatoire de la démocratie en Afrique, ODA, ambitionne de concevoir un répertoire d'alertes et tribunes sur les questions des droits humains, de la démocratie et de la bonne gouvernance dans les pays africains. Pour la RDC, 20 membres du comité de cette organisation panafricaine ont été investis au cours d'une cérémonie riche en couleurs. Nous sommes dans cette optique de vouloir nous approprier en tant que savoir électoral africain ce processus d'évaluation de la qualité de notre démocratie au niveau africain. Nous, notre ODA, c'est une machine de travail en collaboration avec d'autres partenaires, parce que nous sommes les grandes plateformes, avec d'autres partenaires comme l'Ordre national des experts électoraux, les collectivisations des gouvernances participatives. Il y a autant de structures avec qui nous avons de possibilités d'une franche collaboration. En présence des représentants de la CENI, de l'UNESCO ainsi que d'autres organisations nationales et internationales, les membres du directoire pays de l'Observatoire de la démocratie en Afrique se sont engagés à mener un plaidoyer auprès de la centrale électorale pour l'accréditation des observateurs à long terme qui doivent intervenir dans toutes les phases du processus électoral en RDC. L'accréditation des OET, des observateurs long terme, a un avantage pour la CENI et pour les organisations savantes que nous sommes et la société civile en général, pour qu'ensemble nous mutualisons les efforts de la transparence, de la crédibilité, de l'intégrité pour un processus apaisé. Kinshasa, capitale de la RD Congo, est le siège provisoire de l'ODA. Retenu comme un panéliste lors de la cérémonie d'investiture des membres du comité des ODA, Joseph Potopoto, expert à l'UNESCO, a brossé les tableaux des éléments déclencheurs de la violence électorale et post-électorale en République démocratique du Congo. Joseph Potopoto a répondu aux questions des claviers à la diapo. Il y a des accords sur un certain nombre de lois électorales, et ça c'est assez dangereux aussi. Nous avons souligné aussi certains risques d'exclusion de certaines parties du pays au processus électoral, notamment en raison de la situation sécuritaire, notamment à l'Est. Nous craignons que cela arrive, comme fut le cas à Yumbi et à Beni lors de l'élection passée. Donc il y a tout intérêt que la paix revienne dans le pays. Nous avons également épinglé la question du désordre d'information. Le discours de haine, la désinformation, l'information malveillante qui commence déjà à prendre de l'ampleur, surtout dans les réseaux sociaux où on voit des gens qui n'arrêtent pas de distiller des discours de haine et d'incitation à la haine, à la violence. Et ça, ce sont des éléments qui alertent déjà qu'il faut qu'on se prépare pour prévenir et sinon éliminer
toutes ces menaces qui pèsent sur les prochaines élections. Voilà l'essentiel de ce que nous avons apporté comme communication au cours de ces assises. C'est sur fond d'engagement et des promesses pour redorer l'image de l'appareil judiciaire congolais que s'est clôturée l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. Le président de la République a été représenté à cette cérémonie de clôture par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui, par la même occasion, a présidé cette cérémonie. Le président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Kamuleta a interpellé ses pairs pour ce qui est de la mentalité et de la moralité du magistrat congolais. Christophe Ilunga. C'est en présence du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, le représentant du chef de l'État, que s'est clôturé l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature en présence de plusieurs autorités des institutions du pays. Dieudonné Kamuleta, le président de la Cour constitutionnelle, a énuméré quelques résolutions issues de la dite assemblée, entre autres l'amélioration des conditions de vie professionnelle de magistrats, la gestion de carrière et le changement de mentalité dans la vie du magistrat congolais. Les magistrats se sont réunis en assemblée générale extraordinaire. Ils ont parlé de problèmes qui concernent la gestion du pouvoir judiciaire et que des résolutions et recommandations ont été prises. Donc il est question que ces résolutions et recommandations soient effectivement prises en compte et qu'ils soient appliqués pour voir le pouvoir judiciaire changer dans sa gestion, puisqu'il faut réellement qu'il y ait changement. On ne peut pas vous dire exactement ce qui s'est passé, puisque les résolutions et les recommandations sont d'abord, ça doit d'abord être envoyé auprès du président de la République avant qu'il ne soit rendu public. On a senti tout au long de ces travaux une nouvelle dynamique impulsée par le nouveau bureau. Il avait été convoqué à la 6e session extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature, autour de laquelle il avait été convié tous les chefs de juridiction et des ressorts, ainsi que les délégués des magistrats de ressort pour pouvoir débattre sur les questions sensibles de la magistrature et y accorder une solution. Quelques magistrats présents se disent satisfaits aux recommandations prises à l'issue de cette assemblée générale après celle de 2017, il y a 5 ans. Autre chose à présent, le deuxième acte du procès Boukangalonzo a finalement eu lieu à la Cour de cassation. Les interprètes ont été là et la défense de principaux incriminés n'ont balisé la pression sur, selon eux, l'incompétence de la Cour à instruire cette affaire. Le moyen de défense présenté par les avocats laisse à la Cour une échéance de 7 jours pour statuer. Tout sera connu le jeudi 21 juillet prochain. Jean Pinjonji. À la Cour de cassation, la défense d'Augustin Matata Pogno et consorts s'est évertuée à mettre devant la composition les éléments probants sur l'incompétence de la Cour à juger un ancien Premier ministre. Pour cette deuxième audience, les moyens de défense ont également tenté de remettre en cause le réquisitoire du ministère public. Les faits pour lesquels M. Matata est jugé relèvent de sa qualité, et la citation a prévenu l'a dit, relève de sa qualité d'ancien Premier ministre. Et donc, ne fût-ce qu'à ce niveau-là, la Cour de cassation est incompétente. Et donc, si vous entendez, même pas une alchimie juridique, que le juge de cassation s'est déclaré compétent, alors, dans ce pays, il n'existe plus de droit. Je n'ai jamais été confiant qu'aujourd'hui. Parce que j'ai vu la sérénité, j'aurais dit, imprimée dans les chefs de la composition. Et donc, parce que nous sommes dans un état de droit et que le juge n'a pour autorité que la loi, j'estime pour ce qui me concerne que nous aurons une décision, évidemment dans les délais de la loi, qui va être fondamentalement avantageuse. Mais s'il faut compléter la législation en ce qui concerne la justiciabilité des actes commis par un Premier ministre honoraire, il faut qu'on puisse le voir avec les constituants. Mais pour l'instant, même si on le répare,
ça ne va pas concerner M. Matata parce que ça ne va pas rétroagir, sauf si ça doit lui être profitable. Présent à l'audience, Augustin Matata a refusé les situations de la presse. Après les moyens de défense présentés par les avocats de Matata, Kitebi et Grobler, le deadline pour la position de la Cour est fixé au 21 juillet prochain. Aujourd'hui, la défense de M. Matata, Kitebi et M. Grobler a déplié justement une batterie d'exceptions liées à les compétences de la Cour de cassation et surtout aux moyens d'irrecevabilité tels que tirés par la Constitution et par la loi organique. Face au mutisme affiché par le leader de l'UNC, Vital Kamerhe, depuis sa sortie de prison, Patrick Manzombo, cadre politique et allié de l'UNC, explique et motive cette attitude de Vital Kamerhe par son souci de réfléchir pour la République. Comme pour conclure, le silence de Kamerhe serait très stratégique. Patrick Manzombo a répondu aux questions de Mario Ambongo. Je félicite les Mwalim ou les pacificateurs Vital Kamerhe parce que le silence vaut mieux que trop de bruit. Et le silence qu'il a gardé, c'est pour réfléchir, raisonner comment résoudre le problème de la République. Parce que tous ces gens qu'il avait accusés de détournement, de ceci, de vol, au jour d'aujourd'hui, ils ont compris que la justice l'a blanchi, la justice l'a acquitté, et même la commission à la présidence de la République a statué pour dire que les travaux de 100 jours a été exécutés à 73%. Alors, Vital Kamerhe n'était pour rien. Tous ceux qui pensaient que Vital Kamerhe avait volé les deniers publics et tous ceux qui continuent à faire des bruits, nous leur demandons de se calmer. Vital Kamerhe ne va pas répondre pour se rabaisser à cause de ces bobards. Nous savons que c'est un homme d'État, il disait ça. Un homme d'État, c'est celui qui s'assume. Et il est là pour réfléchir comment sauver cette République, ce pays et la population congolaise de cette situation difficile. En tout cas, nous continuons à l'accompagner, nous continuons à les soutenir spirituellement, physiquement, moralement et sur tous les plans, afin que la richesse et le potentiel que Dieu avait mis en lui puissent produire des fruits à l'intérêt du peuple congolais. C'est pour moi l'occasion de rendre encore le vibrant hommage au chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'a pas pu s'ingérer dans les affaires de la justice, qui a laissé la justice de faire son travail jusqu'à obtenir l'acquittement de celui qu'on appelait son cholestier, son compagnon d'élite Vital Kamerhe Wakaningi Niking. Nous allons lire ce communiqué avant de boucler ce journal. L'association culturelle Ngbandi de la RD Congo, dénommée Assembia, a par un communiqué de presse pris acte du déroulement de l'élection du gouverneur dans la province du Nord-Ubangi et félicite le gouverneur élu Malondimba Mobutu. Ainsi, elle invite tout le peuple Ngbandi et ressortissant du Nord-Ubangi à se rassembler autour du nouveau gouverneur et l'aider à sortir la province de son bourbier et l'inscrire définitivement sur la voie du développement. Par la même occasion, elle adresse ses chaleureuses félicitations à Malondimba Mobutu, gouverneur élu. Le communiqué est signé par Dele Kibango Ali, présidente. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve encore la semaine prochaine. Merci, bon week-end chez vous.